Bienvenue dans l'univers des régions françaises, une nouvelle cassette de la série Vivre en France dans laquelle nous avons regroupé quelques-uns des plus beaux reportages diffusés dans le journal de 13h de TF1. Nous évoquons beaucoup la vie dans les régions à travers ce qu'on appelle les richesses du patrimoine, des traditions, des paysages, des gens passionnés et amoureux de ce qu'ils font. Une richesse, une diversité qui nous rattache à nos vraies racines. Elles sont profondes, elles sont belles. Vivre en France, c'est ce que vous allez découvrir. Des fifres et des tambourins, la musique est provençale, traditionnelle, les vêtements aussi. Je suis habillée en arlésienne Louis-Philippe et j'ai un cotillon piqué dessous, une jupe par-dessus, un tablier pour aller travailler et j'ai les manches remontées parce que je vais travailler et le chapeau parce qu'il y a du soleil. Je suis très fière de porter ce costume, puis en plus d'être bien dedans parce que finalement on est très bien dedans, on est aussi bien qu'en jean. Les habits sont anciens ou refaits à l'identique à partir d'un modèle trouvé dans la malle d'une grand-mère ou dans le déballage d'un brocanteur, comme ici à Mossane. Ce village des Bouches-du-Rhône organise pour la deuxième année consécutive la route du tissu provençal. C'est une foire au tissu ancien pour les amateurs et les collectionneurs. Les jupons, couvertures, boutis ou encore foulards étaient utilisés à Nîmes et dans sa région dès le XVIIIe siècle. On les appelle des indiennes parce qu'à l'origine c'était fabriqué en Inde et l'exportation était interdite. Donc après ils les ont recopiés en France. Ça a toujours été réédité. Les tissus du 18e ont été refaits au 19e, donc il faut savoir faire la différence. On fait encore des tissus comme ça? Pas de ces couleurs. Souvent les tissus anciens étaient faits avec des couleurs végétales. On copie très très mal. C'est l'avis d'un spécialiste, mais pas celui d'un habitant de ce minuscule village du Gard, Cassagnol. Régis Ritter passe son temps à retrouver des tissus anciens, à s'en inspirer pour en créer de nouveaux. Alors, le foulard aussi. Les zones de couleurs qu'on a prévues. Donc tu voudrais agrandir la gamme. Le rose indien. Oui. Donc le fond, on le fait en rose indien. Voilà. Le jaune, on le laisse, mais on prend un jaune oui. plus citron. Et le vert, on reste avec... Un vert ancien. Le textile et moi, c'est une histoire d'amour. On a toujours vécu l'un à côté de l'autre. J'arrive presque à l'âge de la retraite et j'ai toujours vibré pour ce métier. Notre travail primordial, c'est d'essayer d'être le plus près de la tradition et de recopier même à l'identique et même les couleurs, puisque là, vous voyez un bleu qui est plus foncé, mais nous avons recherché dans les coutures la couleur de base, parce que celle-ci est une couleur décolorée par le temps. Le tissu à foulard. L'atelier de l'entreprise sert à réaliser des prototypes qui seront fabriqués à l'étranger et surtout à perpétuer la tradition des vêtements de Camargue. Nous fabriquons tous les vêtements de gardien. C'est un attachement aux traditions, mais aux traditions qui sont portées. C'est un des seuls endroits où la tradition est encore portée réellement pour travailler, pour monter à cheval, pour trier les taureaux. À côté de cette tradition purement locale, c'est maintenant la France entière qui est gagnée par le goût du Sud. Envie de couleurs, parfum de vacances, pour les vêtements comme pour la maison. Rideaux, nappes, dessus de lits provençaux sont donc à la mode. Une seule usine les imprime encore dans la région, à côté de Tarascon. Fondée en 1818, elle s'est modernisée récemment, avec des machines automatisées comme cette table, qui peut imprimer progressivement, couleur après couleur, des motifs extrêmement précis. Étant imprimeur et donc producteur, maîtrisant notre chaîne depuis la création jusqu'à la distribution, nous sommes tout autant attachés à la tradition qu'à la modernité. Notre bureau de style vient de créer un carré particulièrement innovant qui mélange des documents anciens du 19e siècle avec des motifs qu'elles ont créés de toutes pièces et déclinés dans des coloris qui savent s'adapter à la mode actuelle. La mode provençale est aussi descendue dans la rue, sur les marchés.
C'est gai, coloré et de prix modéré. Mais les imprimés qui viennent d'Extrême-Orient ont perdu de leur finesse et se délavent rapidement. Cela n'empêche pas les touristes d'être tentés et de se faire plaisir avec un joli souvenir de vacances. Regardez juste Lina, de style provençal en jaune et en bleu. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très joli. Ça évoque le soleil. C'est bien le soleil. Tout près des volcans d'Auvergne, Schötzegg, 1300 habitants, résiste bien aux caprices de l'hiver. Ici, depuis l'Antiquité, on sait utiliser l'eau chaude et il y a 50 ans que Marie Guimbal garde la source du Par. Alors voilà le trésor de Schötzegg, la source la plus chaude d'Europe. Vous voyez, elle arrive là, cette source, elle fait 82 degrés et 5000 hectolitres en 24 heures. Et c'est tout le temps, l'hiver, l'été, depuis des siècles. Les canaux souterrains alimentent la station thermale l'été et réchauffent une partie du village en hiver. Le système, ingénieux, a longtemps fonctionné grâce à des conduites en sapin. Louis est le dernier à en avoir fabriqué. Ça servait à la distribution de la ville de la ville de Schötzegg. Puis on s'en est servi jusque vers les années 50 par là. Alors de suite, il n'y a eu plus personne pour percer les tuyaux. Alors ils ont mis du plastique. Ici, ça fume de partout, surtout devant les 3/4 des maisons qui sont du bon côté de la source. Sous chaque plaque, il y a une entrée et une sortie d'eau chaude. Le système d'irrigation n'a pas changé depuis 1332. C'est un système de dérivation, le tuyau qui amène l'eau venant de la source. Vous avez ici un tuyau qui repart le long du trottoir. Vous avez ici un trou qui va vers la maison. Je mets le tournevis là, pour vous montrer. Et vous avez un bouchon de bois, ici. Donc il suffit simplement de boucher ici le tuyau qui part le long du trottoir. Et à ce moment-là, l'eau va forcément aller vers la maison. On va d'ailleurs la voir ici. Toute ma maison est chauffée par l'eau de la source. Elle rentre par là, elle va dans la cuisine, elle va dans la salle à manger et elle sort par là. Température, en hiver, 21 à 22 degrés et c'est économique. On paye 659 francs pour 6 mois. C'est très économique, mais cet argent va à la commune. Le prix va dépendre de la chaleur de l'eau que l'on reçoit et va dépendre aussi de la surface de la maison. Bien sûr, il faut entretenir le réseau de canalisation, mais au fait, cette eau si chaude et abondante a bien une histoire. On sait qu'elle vient de très profond et que la source serait alimentée à nous par l'eau d'infiltration, l'eau de pluie, la fonte des neiges, qui mettrait des années et des années à descendre très profond et elle rencontrerait une source de chaleur qui la ferait remonter. En plus de chauffer les maisons pendant des générations, l'eau chaude a servi à cuire les légumes, préparer les soupes et les tripous. On y a même tué le cochon avant de le nettoyer et on peut y faire cuire encore ses œufs. Sur la place du marché, certains ont leur source privée et les fontaines communales débitant 500 000 litres par jour, on ne s'en prive pas, ici c'est gratuit. Vous faites ça souvent? Assez souvent, oui. Je fais une moyenne de 10 voyages à peu près par jour. C'est plus économique? Plus économique et puis bon, pour faire cuire la charcuterie, les tripous et le boudin. Ah, vous le faites aujourd'hui encore? Oui. Et la cuisson des œufs, où en est-on? Mais il faut un bon quart d'heure quand même. Voilà. Ça a ses petits avantages, hein? Oui, c'est vrai, oui. Oui, ça en fait cuire les campeurs, là, l'été, ils en font cuire. Mais c'est l'hiver que l'eau chaude est la bienvenue quand elle arrive du fond de la terre, toute fumante. Alors la nature est parfois surprenante. Regardez dans la rivière, là. Vous avez là le captage d'une source chaude qui sort dans le lit de la rivière froide. Et cette source, captée là, est ensuite menée au lavoir par le tuyau que vous voyez. Il y a longtemps que les lavandières ne profitent plus de ces eaux de source, mais elles servent à chauffer la piscine à la belle saison et depuis longtemps l'église de Schötzegg est la maison de retraite. Quant à la poste du lieu, elle est la seule en France à être chauffée à l'eau thermale, ce dont profitent l'administration et les clients. Mais si l'eau chaude disparaissait? Moi je pense jamais, non, ça, non. Jamais. Et si ça arrivait? On en a besoin, nous, les caldaguesses. On nous appelle les caldaguesses.
Et puis les Caldaguettes vous le diront, cette eau vient d'une telle profondeur et depuis si longtemps qu'il y en a. Je vais aller à la messe, les faire bénir. Et puis après, je vais revenir à la maison et puis après, je vais aller les manger. Difficile d'attendre jusqu'à dimanche quand on a 6 ans. Marie-Émilie prépare déjà son rameau garni avec l'aide de sa mère et de sa grand-mère. Ce petit arbre de buis chargé de friandises s'appelle un rampant. C'est une tradition catholique et familiale. Je dis à mes petits-enfants, à chaque fois, surtout aux grands, l'aîné, chaque fois que je fais ça, j'ai une pensée émue pour ma grand-mère maternelle. Vous voyez, ça me fait quelque chose. Alors je lui dis que j'espère que quand il aura des petits, il en fera lui aussi, il leur fera des rameaux. Enfin, et qu'il aura une pensée pour moi. Il est bien fleuri, celui-là, il est bon. Tout a commencé il y a 10 jours dans cette petite forêt où pousse du buis à l'état sauvage. Jean Barrault et son petit-fils gardent cet endroit secret. C'est là, pas très loin de Limoges, qu'ils choisissent et taillent les rameaux les plus jolis. Ils sont en quelque sorte des artisans saisonniers, fabricants de rampants depuis plus de 150 ans. Mon père le faisait, mon grand-père le faisait, mon arrière-grand-père le faisait, alors vous voyez ce que ça peut donner. Depuis la nuit des temps, je suis né là-dedans. Mon petit-fils, comment on peut dire, c'est mon avenir, l'avenir des rameaux, quoi. J'espère qu'il gardera le flambeau. Puisqu'après nous, je crois que c'est foutu. Il n'y a plus que 2 fabricants de rampants à Limoges. La technique est simple, mais nécessite un bon tour de main. Le premier fait des cercles en noisetier, souples et tendres. Le second cloue ses ronds au sommet d'un petit mât, toujours en noisetier. Enfin, la grand-mère habille l'ensemble avec des petits rameaux de buis entourés de fils de fer. Travailler le buis, c'est pour moi, c'est mon plaisir. Ça, il peut le dire, la cuisine, je m'en sors, mais rarement. Le ménage, c'est pareil, mais j'aime être à la grande air dehors. J'aime pas être enfermé. Voici la touche finale. En tout, 80 rameaux destinés à être vendus devant l'église Saint-Michel de Limoges. Parallèlement, un autre artisan s'active, un confiseur. Lui fabrique les friandises qui vont être accrochées sur le buis. Des croix, des cœurs, des chapelets en sirop de sucre parfumé, coulés délicatement dans un moule creusé dans de l'amidon de blé. C'est une tradition limousine d'agrémenter les buis avec les confiseries, les sucreries, et notre maison en a toujours fait. Et actuellement, je pense que je suis le dernier à faire ces objets. Est-ce que vous avez des clients fidèles? Ah, tout à fait, oui. On voit d'année en année les mêmes personnes qui reviennent jusqu'à ce que, naturellement, les enfants soient trop grands. Mais malgré tout, ils conservent la nostalgie de cette enfance et bien souvent, ils en achètent encore, même si ce n'est pas pour garnir le rameau. À Limoges, la fête des rameaux garnis est gourmande, c'est évident. Mais elle est aussi symbolique. D'origine inconnue, elle est liée à la nature, au renouveau du printemps, à l'enfant qui commence à marcher. Pourquoi pas dire à l'enfant, eh bien, tu vois, par ce rameau qu'on t'offre, il faudra que tu sois capable d'affronter l'existence et de tenir debout face aux difficultés de la vie et n'aie pas peur et confiance. On dit que l'enfant doit rester debout comme le petit arbre décoré qu'il porte. On dit qu'il fait ainsi ses premiers pas dans l'âge adulte. La tradition des rampants limousins prend toute sa valeur à la messe des rameaux. Dimanche sera un grand jour pour Marie-Émilie et les autres enfants, juste avant de pouvoir enfin déguster les sucreries. Ce sont des machines qui ont d'abord été construites par les maîtres lainiers eux-mêmes, parce que c'était des machines qui n'existaient pas. Ils les ont inventées, créées de toutes pièces, et aujourd'hui, elles font partie du patrimoine. Certaines machines sont uniques au monde. Nous sommes chez les Harpins. Depuis 1817, on fabrique le fil qui sert à tisser le drap de laine. Ici, rien n'a changé, le geste s'est perpétué.
Mais l'histoire de cette matière particulière commence chez Jacques, la 7e génération Harpin. Son rôle est important. Après avoir ramassé la laine au cours des foires ou directement à la filature, il va la débarrasser de ses impuretés dans une eau additionnée de carbonate de soude, rincée, teintée si nécessaire. Elle est ensuite déposée dans un autre lieu. Ici, c'est le royaume de Léon, un drôle de personnage. Habillé comme un alpiniste des pieds à la tête par ce fameux drap de laine, Léon est présent dans la filature depuis plus de 30 ans. Il est un peu la mémoire de l'entreprise. Je me suis embauché ici quand j'ai fini mon régiment. Il y a déjà mon père qui avait travaillé 33 ans. Alors quand je me suis fait embaucher, j'ai pas eu du mal à m'y mettre. Je venais déjà voir mon père quand j'étais petit, quoi. Je tenais à peine debout, comme on peut dire. Et il a été obligé de me former sur place parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien du tout pour ça. Alors les anciens m'ont formé et jusqu'à ce jour où je suis resté. Après avoir été séchée dans le grenier pendant quelques jours, la laine est récupérée pour être mise dans la batteuse, un outil conçu en 1865 par les maîtres lainiers eux-mêmes. Le plus important, c'est d'une part d'essayer de garder des outils qui sont des survivances historiques qui sont amusantes sur un plan anecdotique, si l'on veut, et qui sont amusantes pour des gens qui font de la mécanique, mais qui sont très intéressantes dans la mesure où ce sont quand même les manifestations de l'esprit de créativité et du savoir-faire de toute une population. Brassé et libéré d'une partie de ses impuretés, le cardage peut commencer. Cela consiste à transformer la laine brute en fil sur des machines sorties tout droit d'un roman de Jules Verne. Les fibres de laine sont alors étirées au maximum afin d'être le plus fin possible. Mais à ce niveau de fabrication, le fil est fragile. Pour être résistant, il doit subir une torsion. Cette opération est effectuée par une bobineuse du début du siècle. Ici, on transmet son savoir-faire. Aussi bien le savoir-faire technique que le savoir-faire de l'environnement du travail. L'amour du travail bien fait, l'amour de l'outil avec lequel on travaille. Donc ça nous semble très important. Nous essayons, quand nous embauchons des gens, que les personnes soient convaincues de l'utilité de leur travail, de la beauté de leur travail. À la filature, c'est Alain qui fabrique le drap de laine. Cela dure depuis 25 ans. Après avoir raccordé les 2560 fils par un nouage manuel, progressivement la pièce de tissu prend forme. Alors une complicité se crée entre Alain et sa matière. C'est un travail que l'on sent, quoi. Il n'y a pas de machine qui serve à faire les nœuds, ce sont mes doigts qui font ça. Alors il y a quand même un plaisir, malgré la tâche compliquée de nouer tous ces fils. Hein. Le drap est ensuite passé dans le foulon qui feutre la laine pour lui faire perdre 40 cm de large et augmenter son épaisseur. Le dégorgeoir est une machine à laver rudimentaire. Cette pièce est unique au monde, fabriquée en 1817. Elle est la fierté de l'entreprise. La réputation du drap de laine, la filature la doit en partie à Paul-Émile Victor. Il en avait équipé les membres de son expédition au Groenland en 1949. Le rêve que ces hommes partagent, voir un jour leur fabuleuse machine classée monument historique. Alors, voilà le vin de la première presse. La couleur demande encore à s'affirmer. Le goût s'affinera avec le temps, mais les 13 degrés palpitent déjà. Et c'est l'esprit du vin, son mystère qui se dévoile un peu. Il est né, là, parmi les brumes des matins tranquilles, dans la rosée qui se dépose au fil des jours de toute une année sur les feuilles de vigne, et le soleil qui vient plonger son nez dans ses gorges grappues. Avant le premier coup de sécateur, le vin n'est que silence. La vendange ordonne la musique des choses qu'il a à dire. Il y a d'abord les bruits de pas sur cette terre d'Irancy. Les caractéristiques du vin sont essentiellement données par la géologie. Chaque coteau a souvent sa typicité de vin. Alors ici, nous avons des terrains argilo-calcaires dits du Kid méridien. Le sol, plutôt sec à Irancy, permet d'y travailler le pinot noir et produire du rouge dans cette région dominée par les blancs de Chablis. Une vingtaine de vignerons cultivent 175 hectares. La partition des vendanges se poursuit dans le ronronnement de la vis sans fin.
C'est bien mûr, hein, Claude, là, c'est bon, hein? C'est bien, hein? Jean-Pierre Collineau rentre ses premiers tombereaux. Bon, alors là, vous arrêtez, on va remettre là-bas. Le jus de raisin commence alors à parler pour le vin qu'il sera. Il annonce 13 degrés d'alcool. Cette année, pas besoin de chaptaliser. Léon Bienvenu, lui, a attaqué la vendange plus tôt. Il nettoie ses cuves pour enlever toutes les moisissures et les impuretés. Le vin nouveau arrive et dans sa cave, le pressoir donne le là. L'air de claquette sur le ciment est très vite interrompu par le moteur de la pompe, car il faut déjà soutirer la première cuvée pour laisser place aux autres. On voit le jus plus clair qui laisse la lie au fond, on le voit bien là. Parce qu'il y en a un qui est rouge et l'autre qui est plus pâle. Hein, Et cette lie, il ne faut pas la prendre. Ouais, non, c'est pas la peine de la remettre deux, c'est pas acheté, c'est une espèce de mayonnaise, c'est des bourbes, hein, c'est pas bon, ça faut l'enlever. Pendant 15 jours, le village d'Irancy, qui vient d'obtenir son appellation communale au même titre que les Gevrey Chambertin, Vonne Romanée et autres Pomards, s'active dans un murmure permanent. Stéphane Podor vit toujours ces moments avec un enthousiasme enfantin et viscéral. Il a abandonné son travail à la SNCF il y a quelques années pour retrouver le métier de son grand-père. C'est magique de voir ce raisin qui bout dans une cuve. C'est fabuleux ça, on attend ça tous les ans, avec impatience. Pendant 6 à 7 jours, le raisin râle, mugit, crépite sous l'effet des levures naturelles qui transforment le sucre en alcool. On dit bouillir, bon ben ça bouille, si ça y va, ça dormit. 2 fois par jour, il faut piger la cuve. Effondrer le chapeau afin de bien mélanger les grappes et le jus. Ici, dans le souffle de la pige et les vapeurs du gaz carbonique, le vin est en train de naître. Le vin, c'est ce qui a été créé peut-être par Dieu ou Bacchus pour faire voir la vie en rose. Peut-être. Mais il ne suffira pas de taper sur le comptoir en criant « Je veux un verre de vin rouge » et siffler d'un trait le cramoisi. Il faudra apprendre à l'aimer ce vin, l'humer avant de l'aimer, reconnaître la terre d'où il vient, découvrir là un goût de cerise qui est la marque d'Irancy, ici un parfum de violette qui est le signe du César. Le César, il y a 2 écoles à Irancy. Il y a ceux qui sont pro-César et anti-César. Alors évidemment, les anti-César, ils ne veulent pas en entendre parler, ils n'en ont même pas assez. Personnellement, je suis pro-César pour la raison romantique que ce cépage, il est archéologique, il date environ de presque 2000 ans. Il a été la gloire d'Irancy au Xe siècle. Rien, je mettrais dans... Mais c'est aussi un raisin rugueux et capricieux qui ne mûrit pas toujours bien. Il y en a en vérité que 5 hectares sur la commune d'Irancy. C'est le point sur le i d'Irancy. Une des cuves de Léon Bienvenu arrive maintenant à maturité. Le mustimètre indique qu'il n'y a plus de sucre dans le jus. Voilà donc du vin. C'est un nouveau-né. Maintenant, on va s'en occuper. On va commencer de l'élever le mieux possible. Ainsi s'achève la chanson des vendanges. Une autre commence qui fredonne déjà sur les papilles. Allez, une même.